Bonjour chers entrepreneurs, nous sommes ravis ce matin de poursuivre notre série de balados. Ce matin nous rencontrons un jeune entrepreneur ivoirien, M. Assaroé Alex, qui est basé dans le district de Yamoussoukro. Bonjour Alex. Bonjour DG, comment vous allez? Je vais bien. Et chez toi? Ça va très bien. Ok, ravi de te rencontrer ce matin pour passer quelques minutes ensemble et échanger de la passion qui nous unit. C'est celle de l'entrepreneuriat. Peut-être avant de commencer notre parcours d'échange, juste savoir, j'ai eu le temps de parcourir avant cet échange ton profil LinkedIn. Et on a parfois l'impression, je dis bien l'impression parfois, que ne viennent en entrepreneuriat que des personnes qui ont rencontré des difficultés d'insertion professionnelle. Et je dirais que vous avez un parcours scolaire assez éloquent. Donc peut-être que, avant de commencer notre échange, est-ce que ce serait possible que tu te présentes un peu brièvement à nos auditeurs et bien sûr spectateurs, mais surtout en mettant un peu le focus sur ce parcours académique exceptionnel que tu as eu. D'où vient ce shift-là? À quel moment est-ce qu'on décide, malgré ces opportunités, j'imagine pour celles qu'on a, de dire, moi je vais créer une entreprise, moi je vais me prendre en charge? Merci beaucoup DG. Donc je suis Alex Assaoré, je suis titulaire d'un bachelor en gestion d'entreprise et d'un master en gestion d'entreprise et en marketing. J'étais à l'université de Grand Bassam avant de partir aux États-Unis pour poursuivre mes études. Donc je me suis essayé un peu à la carrière professionnelle standard. J'ai vu que ça ne me convenait pas trop. Donc j'aime bouger, j'aime créer. Donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et en 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin dans l'apiculture, dans le miel en Côte d'Ivoire. Donc il y avait un vrai besoin. Il y a les particuliers qui voulaient du miel de qualité, qui voulaient quelque chose qui était pratique, facile à utiliser, facile à transporter. Et puis les industriels aussi voulaient du miel en grande quantité sur toute l'année. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des périodes où il n'y avait pas de miel. Donc on s'est dit que bon, il y a un besoin qu'on peut combler. Et puis il y avait une réelle opportunité de vraiment structurer l'industrie. Parce que l'industrie n'était pas vraiment structurée. Donc on s'est donné ça comme défi. Et puis depuis 2021, on est vraiment dans la chose, quoi. On est là dans le démarrage de l'entreprise. À un moment donné, on voit qu'il y a une opportunité. Tout à fait. L'opportunité, c'est la possibilité de s'engager sur un marché, qui est celui du miel. Et puis, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Tout à fait. Donc, comment se passent les premiers mois? Puisque d'où vient l'idée? On a déjà embarqué là-dessus. Mais comment se passent les premiers mois? Vous appelez quelques amis pour dire on commence, la Côte d'Ivoire est vaste, vous décidez de vous installer où? Et puis est-ce qu'au départ, les amis, les parents, quelle est leur opinion? Puisqu'on peut dire, Alex, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui peut motiver cela? Puisque on attendait bien sûr que tu allais chercher un emploi de directeur ou en tout cas d'expert dans son entité. Donc comment la famille réagit, comment les amis réagissent au départ et puis comment se passent les premiers moments? La famille réagit plutôt bien. Donc j'ai eu le soutien de mes amis, de ma famille. Donc au début, les gens étaient un peu sceptiques, pour être honnête. Pourquoi le miel? Donc il y a beaucoup de produits, pourquoi le miel? Donc ils n'avaient pas la vision que nous on avait. On ne voulait pas faire que du miel, on voulait faire quelque chose de vraiment plus grand, je vais dire. Donc on avait cette vision-là. Donc il y a certains qui n'avaient pas la vision que nous on avait, donc qui appréhendaient un peu, qui se posaient beaucoup de questions. Mais pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui va marcher? C'est quelque chose qui sera bon? Donc les gens appréhendaient beaucoup. Les premiers mois, c'était beaucoup plus la recherche d'informations, la recherche de formation. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'on maîtrisait. Je ne suis pas agro-industriel de formation, je ne maîtrise pas. Donc c'est beaucoup de recherche d'informations et de formation avant vraiment de se lancer. Donc les premiers mois, ça a été ça. Ensuite, on a décidé de travailler sur le conditionnement et puis sur la production. Donc on s'est rendu compte que la production, c'était un vrai problème. Ici, il n'y avait pas de miel en continu sur toute l'année. Il n'y a que 2 saisons. Si tu n'as pas pu avoir du miel pendant ces 2 saisons-là, c'est fini pour toi. Donc on a dit on va travailler sur cette problématique-là pour pouvoir avoir du miel toute l'année. Donc c'était ça qu'on a commencé, sur quoi on a commencé à travailler. Ensuite, c'était le conditionnement. Quand on a le miel, comment est-ce qu'on le vend? Donc dans quoi est-ce qu'on le met? Comment est-ce qu'on l'achemine vers les clients? Donc les 3-6 premiers mois, ça a été plus ça. Donc c'est ce focus-là qu'on a fait. Donc j'en ai parlé à quelques amis qui avaient certaines expertises dans par exemple le packaging. Donc ils m'ont aidé à drafter le packaging. Moi-même, vu que avec mes connaissances, avec mon parcours étudiant, j'avais des bases pour m'aider pour le business plan,
pour structurer un peu la chose. Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Je pense que nous avons déjà commencé à suivre un peu votre parcours. Je vais dire, donc tout commence d'abord par la production. Par la production, c'est bien ça. On sait que le miel, ce n'est pas une production comme toutes les autres qu'on connaît qui sont bien organisées. C'est ça. On sait tous que parfois on voit le miel sur le marché, il y a des régions du pays où le miel est fait. Mais lorsqu'on décide de s'engager dans une production qui est plus ou moins commerciale, je pense que d'autres défis apparaissent. Déjà, il vous faut, je pense, vous constituer un réseau de production. Tout à fait. Donc, comment vous évoluez dans cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des structures qui vous aident? Et puis, vous partez dans quelle direction? Comment vous arrivez à structurer le volet production de votre métier? La production, c'était un très grand défi au début. Parce qu'on s'est lancé dedans, donc on a fait des ruches. Avec la recherche d'informations, de formation, on a vu que pour produire du miel, il faut des ruches. Donc sans vraiment formation, on s'est lancé nous-mêmes et c'était une grosse erreur. On a produit les ruches, on a installé les ruches. Pendant 1 an et demi, on n'avait pas de miel. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on construise un réseau d'experts ou bien de personnes qui maîtrisent l'apiculture. Donc c'est à la suite de ça qu'on s'est installé à Touro. C'est juste avant Kachiola, on a installé des apiculteurs. On a installé des apiculteurs à Kachiola, on a installé des apiculteurs à Boukebo, on a installé des apiculteurs à Maonou. Donc dans ces villes-là, on s'est construit un réseau d'apiculteurs qui nous produisent du miel de qualité. Donc c'est comme ça qu'on arrive à régler le défi, à régler le défi de production. C'est par la création de ce réseau-là qu'on arrive à gérer ce problème. L'élément important ici, peut-être qui émerge dans cette démarche entrepreneuriale, bien sûr, l'accès à l'information a été critique pour vous. Déjà de comprendre comment fonctionne déjà la filière du miel. Et puis le second élément que vous avez mentionné qui aussi est important et aussi que nos auditeurs devaient prendre en compte, c'est la question de la formation. Puisque vous venez de mentionner que pendant les premiers mois, vous êtes lancé en apiculture. Vous avez installé les ruches, mais il n'y a pas eu de miel. Il n'y a pas de miel. Et donc, comment cela s'explique-t-il? C'est le manque de formation, d'information. Quelle était votre compréhension du métier? Et là, est-ce que vous pensez qu'en installant juste des ruches, on aura du miel? C'est bien ça. Et là, vous vous rendez compte que les ruches sont vides. C'est ça. Et donc, l'expert, qu'est-ce qu'il vous apprend après? Donc c'est ça, on s'est lancé dans l'apiculture, on pensait qu'il fallait juste installer des ruches quelque part et puis les abeilles viennent. Alors qu'il y a tout un travail qui doit être fait derrière. Il faut que ce soit dans la bonne zone, il faut qu'il y ait la bonne végétation. Donc il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Donc on avait beaucoup de connaissances théoriques, mais très peu de connaissances techniques. Donc on n'avait pas ces informations-là et puis on ne tombait pas réellement sur des experts qui maîtrisaient la chose, mais de façon pratique. On avait beaucoup d'experts qui maîtrisaient la théorie, mais on n'avait pas d'experts qui maîtrisaient la pratique de façon vraiment poussée. Donc il n'y a que quand on est tombé sur ces experts-là que le shift a eu lieu, qu'on a commencé à vraiment produire du miel, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes installé dans différentes régions de la Côte d'Ivoire, notamment au centre, au centre-nord, principalement. Et donc, comment se passe la prochaine étape? Lorsque vous avez le miel, la seconde phase, c'est la phase de la transformation. Est-ce que votre entreprise est-elle intégrée sur différentes chaînes de valeur, différentes étapes de la chaîne de valeur? Donc après la production, on passe à la phase de la transformation. Comment vous procédez? Maintenant qu'on a le miel, il faut qu'on commercialise le miel. Donc on le commercialise en le conditionnant, en le transformant. Donc on a commencé d'abord avec une petite machine, un seul produit. Donc on avait des pots de 500 grammes. Donc c'est avec le pot de 500 grammes qu'on a commencé. Donc on a testé le marché avec ce produit-là. On le faisait de la maison. Hein. Donc j'avais une petite machine à la maison que j'utilisais. Et puis c'est avec ça qu'on a produit pendant 8 mois. Donc de mars à décembre 2023. Donc pendant qu'on faisait ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande pour le produit. Et qu'on avait la possibilité d'intégrer plusieurs autres variétés ou plusieurs autres variantes du produit pour pouvoir attirer un plus grand marché. Donc on a pensé mettre en place une réelle unité de production. Donc c'est ce qu'on a fait en janvier 2024. On a installé une unité de production à Yamoussoukro qui nous permet de produire en grande quantité et satisfaire un plus large marché. Là on est dans la phase de la transformation. Et puis bien sûr dans cette phase de transformation, vous essayez de comprendre un peu quels sont les biens du marché. C'est bien ça. Et donc j'imagine que cette transformation se fait avec la visée en tout cas de la clientèle. C'est ça. Donc comme vous l'avez mentionné, vous essayez de comprendre les besoins des clients pour voir un peu, je fais du miel, mais est-ce qu'il y a des variétés de goût ou d'aménagement du produit qui peuvent intéresser les clients? Je pense que tout ça c'est dans la perspective du marché. Tout à fait. Et l'un des grands défis bien sûr que les entrepreneurs rencontrent, la question de la commercialisation, surtout que lorsqu'on a un produit qui est nouveau et que le marché ne connaît pas suffisamment bien. Donc,
le défi du marketing, le défi de la commercialisation. Donc, on a la chance, bien sûr, d'avoir avec nous un expert en marketing. Comment Alex puise dans ses ressources académiques, j'imagine, pour faire face à cela? J'ai une formation en marketing, donc ce qui me permet de créer l'image de marque, créer la direction dans laquelle je vais envoyer l'entreprise. Pour le marketing, on a décidé de miser sur les réseaux sociaux. Donc, du marketing digital. Donc, la première année, on a vraiment misé sur une communication sur les réseaux sociaux pour se rapprocher de la clientèle. C'était Facebook, c'était Twitter, c'était Instagram, c'était TikTok. Donc, on essayait de poster du contenu qui était attractif, du contenu qui était éducatif, et puis du contenu qui parlait de notre marque et qui montrait nos valeurs. Mais aussi, on faisait beaucoup d'expositions et de ventes. Il y avait beaucoup de foires auxquelles on participait pour mettre en avant nos produits, montrer nos produits, vu que c'était un produit qui était nouveau. 75 à 80% de nos ventes étaient sur le digital. Et puis les autres 20%, c'est les foires, les expositions et puis quelques supermarchés qui nous ont fait confiance, puis dans lesquels on vend nos produits. Avant d'arriver à la distribution, vous avez toute l'étape du conditionnement. Tout à fait. Et je pense que, comme nos spectateurs peuvent le constater, je pense qu'on a là vraiment des produits exceptionnels. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si on peut prendre le temps un peu d'aller à la découverte de tous ces produits-là. Nous avons commencé avec ce produit. Donc, c'est ce produit-là que nous avons vendu pendant la première année. Donc, tout 2023. Donc, ça, c'est le miel classique, le miel standard. Donc, c'est le miel que vous connaissez là. C'est miel de fleurs. Et puis, ça, c'est du miel au gingembre. Donc, ça, c'était le chouchou des clients pendant une année. Donc, c'était un produit qui était, je ne vais pas dire novateur, mais c'était différent. Les gens connaissent le miel, mais le miel mélangé au gingembre était un peu nouveau. Donc, les gens ont beaucoup apprécié ce produit-là. Donc, c'est du miel de 500 grammes. On a commencé avec ça pendant un an. Et puis après, on a lancé les cuillères de miel. Donc, ils viennent dans cet emballage-là. Donc, ce sont des cuillères avec du miel à l'intérieur. On retire l'opercule et puis vous avez 10 grammes de miel. Vous pouvez mettre dans votre thé, dans votre truc, retourner directement. On a des sticks de miel. Donc, c'est comme les sticks de sucre. Donc, vous coupez, vous mettez dans votre thé, c'est 12 grammes de miel. Et puis, on a ça aussi. Donc, c'est du miel au gingembre, toujours en stick. Et puis, on a des mini pots. Comme ça. Donc ça, c'est beaucoup plus pour les cadeaux. Il y a certains hôtels qui en prennent, ce genre de choses. Chez nous, ici, le conditionnement, c'est une grande partie de notre avantage concurrentiel. Donc le conditionnement, c'est très important pour nous et ça nous a pris beaucoup de temps pour travailler sur ce conditionnement-là. Ce qu'on constate clairement, je pense qu'on est face à ce qu'on appelle des startups, effectivement. Puisque vous décidez de créer une entreprise, vous décidez d'aller dans un secteur de niche qui est celui du miel, mais vous décidez de faire du miel, mais autrement. Tout à fait. Donc, effectivement, ce qui fait ici, comme vous l'avez vous-même mentionné, votre avantage distinctif, c'est cette innovation-là. Je pense qu'on le voit à travers des différents produits que vous nous proposez. Déjà, au niveau de la composition du produit, le fait de penser ou d'anticiper d'avoir du miel à base de gingembre, c'est un atout très clair. C'est un nouveau produit qui va attirer la clientèle parce qu'effectivement, vous allez chercher un type de clientèle qui est spécifique. Également, je vois ici la cuillerée de miel. Je pense que c'est très innovateur. Les sticks, on connaît un peu. Mais je pense que ça fait une très grosse différence. Je me rends compte que ici, la touche d'innovation que vous mettez en avant est un facteur de croissance. Comment vous positionnez sur le marché par rapport à la compétition? Par rapport à la compétition, on essaie de se positionner un peu premium, mais accessible. Donc, on pense que les prix qu'on essaie de faire sur le marché sont des prix qui sont accessibles, mais on essaie de garder quand même une distance avec les compétiteurs parce que nous, on est comme vous avez dit, on essaie de se positionner à tous les maillons de la chaîne de valeur. On est à la production, on est au conditionnement, on est à la commercialisation. Donc, ça nous donne une petite différence, ça nous distingue un peu de la clientèle, quoi, de la concurrence, pardon. Tout à l'heure, vous avez abordé un sujet qui était important, qui était celui de la distribution. Et donc, pour une jeune start-up ivoirienne aujourd'hui qui voit toutes les opportunités de marché, qui essaie de pouvoir intégrer des réseaux de grande distribution, quels sont les défis que vous voyez? Comme beaucoup de start-up, de PME, on pense qu'on peut tout faire, on pense qu'il y a une petite équipe, on peut tout faire, mais nous, on s'est rendu compte que la distribution, c'est un autre corps de métier. La distribution, c'est complexe. Tout le monde ne peut pas se lancer dans la distribution. Donc, on a essayé de se frotter à ça. On a été confronté à plusieurs défis. Donc, la logistique, le réseau qu'il faut pour distribuer ces produits. C'est bien d'avoir un beau produit, un bon produit, mais il faut que le produit soit accessible. Il faut que le produit soit disponible.
soit disponible. Donc la distribution pour le moment c'est l'un de nos défis majeurs. Donc on y travaille, donc on essaie de travailler pour accéder à un réseau de distribution un peu plus large que notre réseau actuel. Ça dit qu'on parle ici des capacités financières pour pouvoir avoir de la logistique et pour pouvoir livrer ces produits. Exactement. Pour la capacité financière, pour avoir à disposition tout ce qui est logistique, pour tout ça, pour transporter les produits et puis les rendre disponibles partout. Mais quand on parle aussi de disponibilité aussi, le défi ici c'est la capacité de production. Il faut déjà pouvoir satisfaire cette demande-là. C'est vrai. Puisque si vous avez un rayon de points de vente, 100 points de vente à servir, peut-être il faut pouvoir mettre un minimum d'échantillons dans chacun des centres. Et c'est sûr que c'est un gros défi. Mais vous m'avez aussi mentionné que face à ces défis-là liés à la grande distribution, aujourd'hui vous passez plus par du marketing en ligne, du commerce en ligne. Tout à fait. Donc comment cela fonctionne-t-il et puis comment aujourd'hui vous appréciez cette situation? Je vais d'abord revenir sur quelque chose que vous avez dit. Parce que c'est vrai qu'il y a la logistique, tout ça, mais il y a aussi la production, la capacité de production. Donc la capacité de production, le miel c'est naturel, ce sont les abeilles qui produisent. Mais il faut déjà en amont mettre un dispositif qui te permet de satisfaire le marché. Parce que c'est vrai que tu as en termes de quantité. Parce que c'est l'un des problèmes auxquels on fait face. Donc il y a la demande, mais on n'arrive pas à satisfaire la demande parce qu'on ne produit pas assez. La demande est de 13-15 tonnes, on ne produit que 5-6 tonnes. Donc il faut combler les 6 tonnes là pour pouvoir vraiment être disponible, pour pouvoir réellement distribuer ces produits. Parce que tu crées la demande, après quand la demande arrive, tu ne peux pas satisfaire. Donc c'est quelque chose qui pourrait affecter la crédibilité, affecter notre marque. Et puis pour la distribution, on essaie de créer le besoin. Parce que c'est plus facile pour les grandes entreprises, pour les grandes et moyennes surfaces, de venir vers nous quand il y a une réelle demande du produit. Donc, on essaie de faire ça en postant, comme je vous ai dit, en postant du contenu éducatif, du contenu qui est vraiment attrayant sur les réseaux sociaux, vraiment communiquer sur le produit. Nous, vous avez dit, on fait du miel autrement, c'est notre slogan. Donc, notre slogan, c'est le bon miel de chez nous, autrement. Donc, on essaie de montrer le miel autrement, attirer une plus grande clientèle, ce qui, on pense, pourra faire bouger les lignes et puis faire que les grandes moyennes surfaces vont eux chercher à nous contacter et puis voir comment essayer de nous aider à mieux distribuer le produit. En termes d'accompagnement, l'un des besoins qui ressort de cet échange déjà, c'est la nécessité de vous connecter aussi à la production. Tout à fait. C'est-à-dire que dans nos régions aujourd'hui, on a beaucoup de coopératives qui produisent du miel, notamment dans la zone de Katiola. Exactement. Et donc je pense qu'ici, il reste un travail à faire peut-être d'approche vers ces coopératives-là, pour leur apporter la formation peut-être, et puis bien sûr pouvoir collecter ce miel-là et pouvoir finaliser la mise en tout cas dans tout ce qu'il y a comme emballage. Mais pour revenir un peu au commerce électronique aujourd'hui, comment cela fonctionne-t-il pour vous? Aujourd'hui, je pense que plus de 80% de votre production est écoulée directement vers le client. Donc comment fonctionne la chaîne de commande et puis de livraison? Donc on est présent sur, comme je disais, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc sur colonie.ci, la plupart des clients nous envoient des messages, soit commentent sous les posts, soit nous envoient des messages directs. Et puis il y a une prise en charge qui est faite. Donc on va leur présenter tous les produits et les différents prix. Ils vont passer la commande, ils vont nous donner leur adresse, le point de livraison. Et puis on a un livreur qui va se charger de faire la livraison des différents clients. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne pour le moment. Et puis on a certains points de vente, donc des épiceries fines, qui sont dans certains quartiers où les gens peuvent aller et puis s'approvisionner, avoir les produits. Est-ce que par rapport au commerce électronique, est-ce qu'il y a beaucoup de défis ou tout se passe comme vous souhaitez? Pour le moment, tout se passe bien. On arrive à sponsoriser les postes, on arrive à toucher la cible qu'on veut toucher. Pour le moment, pour le commerce électronique, tout se passe bien. Parlons à présent de parcours de croissance. Donc tout à l'heure, vous avez mentionné que votre production est plus ou moins tous les 5 à 6 tonnes. 5 à 6 tonnes par an. Et que le marché aujourd'hui, la demande immédiate que vous évaluez, c'est autour de 15 tonnes. C'est-à-dire que vous êtes pratiquement à 30% de satisfaction du marché. Si vous deviez vous projeter, je dirais, dans les 3 prochaines années, nous sommes en 2024, donc vous réveillez en mai 2027. Comment vous imaginez, vous, déjà en tant que chef d'entreprise, et puis vous, Colonie, qu'est-ce que Colonie serait? D'ici 2027, on voudrait pouvoir avoir autour de 1500 ruches. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes à 357. Donc, on aimerait avoir autour de 1500 ruches. Multiplié par 5. Multiplié par 5. Pour nous
permet d'avoir une capacité de production qui nous permet de satisfaire le marché local, passer dans la sous-région, exporter le produit. Donc vraiment maîtriser le côté production, agrandir un peu notre unité de production pour pouvoir gérer la production qui va venir là. Et puis pouvoir vraiment être partout, distribuer le produit correctement. Il faut que le produit soit disponible. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui veulent le produit, qui n'arrivent pas à avoir le produit parce qu'ils sont dans un supermarché, ils demandent, on dit non, on va en ligne. Donc souvent, c'est un frein. Donc en 2027, on veut pouvoir être distribué partout. On veut pouvoir avoir la production qui va avec, on veut avoir l'unité de production qui permet de gérer ça et puis la logistique aussi. Ça nous permet de travailler plus aisément. Donc ça, c'est un peu votre projection stratégique. Tout à fait. Qu'en 2027, avoir un réseau de production, renforcer votre outil de transformation pour pouvoir attaquer le marché. Donc cette projection stratégique-là, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est matérialisée par de la documentation? Est-ce qu'on fait le day-to-day, c'est vrai? Mais est-ce qu'à un moment donné, on a le temps de prendre un peu de recul pour dire je vais me doter d'un plan d'accompagnement par exemple? On a un business plan qu'on essaie de suivre, mais qui est modifié vraiment tous les jours. Modifié en fonction des réalités du marché. Donc on essaie d'être accompagné par des structures. On essaie d'être formé, d'être accompagné pour mieux structurer la chose et puis être sûr qu'on avance toujours dans la bonne direction. Donc c'est un peu... Et ce business plan, il vous projette sur 2 ans, sur 3 ans? Le business plan, on a fait un business plan qui nous projette sur 5 ans. Donc quand on a commencé, mais c'était en 2021. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'ajustements qui ont été faits. Donc le business plan avec lequel on a commencé, ce n'est pas le business plan qu'on a maintenant. Donc il y a une modification 360 degrés qui a été faite. Donc on essaie d'ajuster au fur et à mesure et puis avancer avec. Face à ce défi de croissance-là, un des éléments essentiels qui est mis en avant par beaucoup d'entrepreneurs est celui du financement. Donc c'est la question la plus difficile. Pour pouvoir alimenter vos objectifs, vos ambitions de business plan, bien sûr, vous avez besoin d'aller chercher du financement. Est-ce qu'actuellement, c'est une difficulté que vous rencontrez en particulier? Est-ce que vous avez essayé d'approcher des banques? Quelle est votre compréhension, en tout cas, de cet écosystème de financement des entreprises en Côte d'Ivoire? C'est la question que j'attendais. D'accord. C'est une question importante. C'est une question très importante. C'est vraiment difficile pour une PME d'avoir le financement pour se développer. Donc oui, on a été confronté à ce problème-là et aujourd'hui on est confronté à ce problème de financement-là. Pour démarrer l'entreprise, on a essayé de lever des fonds, donc chez la famille, des amis, on est passé par la dette et puis moi-même j'ai mis la plupart de mes économies, c'est comme ça qu'on a démarré. Parce qu'on avait approché certaines structures qui, je comprends, les structures ont besoin d'être rassurées pour pouvoir financer. On n'était pas structuré déjà avant 2023 quand on se demandait, donc c'était vraiment difficile. Donc on a dû commencer sur fonds propres et puis sur un peu de dette pour démarrer l'activité. Donc maintenant on veut faire grandir, on veut faire beaucoup plus de ruches pour développer. On a besoin de fonds, de financement pour réaliser tous ces différents investissements-là. Donc là encore, on est souvent confronté à la difficulté d'être financé. Donc c'est un problème qui est récurrent. Il y a beaucoup de choses, donc il y a une structuration que ces entités-là demandent. Donc on essaie de rentrer dans tout ce qu'ils demandent, donc avoir un registre de commerce, être déclaré aux impôts, déclarer ses emplois à la CNPS. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut pour rassurer ces entités-là. Donc on essaie de rentrer dans le canal et puis bon, on espère que bientôt on pourra bénéficier de financements qui nous permettront de vraiment mener à bien le plan d'action, le business plan, réaliser les choses qu'on veut réaliser. Au niveau des entrepreneurs, il y a un aspect qui est assez important. Lorsque vous avez démarré tantôt, comme on le dit, vous avez eu besoin de mobiliser des ressources. Puis effectivement, ceux qui nous font confiance quand on parle d'une entreprise, souvent c'est la famille proche, les amis, c'est nos propres épargnes. Et puis l'entreprise a commencé à grandir et là vous avez besoin de financement, vous allez vers les banques. Mais comme vous le savez aussi, les banques, ce n'est pas des structures forcément publiques, ce n'est pas le gouvernement, c'est des structures privées. Donc les banques gèrent l'épargne que monsieur, madame, tout le monde dépose à la banque. Et donc les banques, pour pouvoir vous accompagner, vont vous demander un certain nombre de documentation. Donc on est conscient de ce que ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'on a une belle entreprise comme la vôtre, qui a du potentiel, je pense qu'il faut pouvoir démontrer à la banque que notre entreprise est capable de générer des ressources qui vont permettre de pouvoir payer les annuités de la dette qu'on va emprunter, mais surtout aussi qu'on a la vision. Puisque la banque veut se projeter dans le futur pour dire, Colonie dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Donc là, il y a un besoin qui est là.
Et je pense que c'est important dans la phase dans laquelle vous êtes aussi de travailler sur la structuration. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que déjà vous êtes déjà déclaré officiellement. Donc l'entreprise a été formalisée. Donc là, peut-être c'est sur la base des ressources du milieu de pouvoir vous appuyer sur des structures d'accompagnement. Donc Taille Ivoirienne, dans cette perspective-là, travaille à côté des entrepreneurs sur différents instruments. Donc il y a un guichet unique qui a été mis en place depuis 2022, au sein duquel Côte d'Ivoire PME évolue, avec pour ambition de pouvoir aider ces entrepreneurs-là à pouvoir organiser tout ce qu'on a mentionné tantôt, à pouvoir structurer ce besoin et à pouvoir se doter de plans d'encadrement qui à la fois rassure, je dirais, qui rassure les partenaires, qu'il s'agisse des partenaires financiers ou des partenaires commerciaux, mais aussi qui vous permet de pouvoir gérer votre croissance. Vous avez un très bon profil en marketing, mais dans ce métier, comme vous l'avez constaté, au niveau de la production, vous aurez besoin de renforcer votre cycle de production, ce qui va nécessiter, je pense, de travailler avec éventuellement des coopératives ou d'autres acteurs. Au niveau du conditionnement, il y a des investissements à avoir, et au niveau de la distribution, il y a du travail à faire. Peut-être qu'à ce moment précis, est-ce que vous, dans votre parcours, vous arrivez d'un moment où vous avez décidé de dire, vous avez douté de votre ambition, douté de votre volonté, et où vous avez voulu arrêter, et comment vous remobilisez vous-même? Ce mental-là, comment est-ce que vous le construisez au quotidien? Si le patron lui-même se décourage, qu'est-ce qu'on devient? Quand tu as des objectifs, que moyen terme, tu n'arrives pas à les atteindre, il y a des doutes. Donc tu vas te demander, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Mais je pense que quand la vision, la mission de l'entreprise est forte, quand on a une vision, quand on se projette vraiment loin, on arrive à se dire, bon, on va essayer un jour de plus. Et puis un jour de plus, le lendemain, on se dit un jour de plus, un jour de plus. Et puis au fur et à mesure, on voit que les doutes, les problèmes commencent à se dissiper. Il y a la lumière qui commence à apparaître. Donc c'est juste être vraiment résilient, avoir le mindset pour se dire que c'est jamais facile, quoi. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon prend du temps. Donc c'est jamais facile de vraiment persévérer et puis être vraiment résilient. Donc c'est que ça, vraiment avoir ce mindset-là. Si on vient pas en entrepreneur pour abandonner. Si on a un produit, on peut modifier, on peut faire des ajustements, mais être sûr de ce qu'on veut faire et puis se donner les moyens d'y arriver. Devant les employés, on ne peut pas être découragé. Tu ne peux pas montrer que tu es découragé. Si tu montres que tu es découragé, ça... Donc on essaie de garder face, on essaie de voir, trouver des ajustements, trouver des solutions et toujours les inclure. Nous, ce qu'on aime faire, c'est d'inclure tout le monde, toutes les parties prenantes, tout le monde, tous les employés doivent avoir leur mot à dire, donner leur vision, donner leur opinion. C'est tout ça qu'on prend et puis on essaie de sortir quelque chose de ça, quoi. Mais c'est vraiment avoir un mindset de conquérant, un mindset de peu importe ce qui se passe, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire, même si les résultats ne sont pas là aujourd'hui, on sait que les résultats viendront. Donc c'est avoir vraiment cet état d'esprit-là. L'élément important, c'est que les entrepreneurs, aux côtés de l'action publique de l'État, contribuent au quotidien à créer de la richesse, contribuent aussi au quotidien à donner des souris, en tout cas à des milliers de familles, puisque au sein de votre entreprise, c'est vrai, comme vous l'avez dit, vous avez des employés, mais ces employés, derrière eux, c'est des familles. Par vos actions quotidiennes, vous contribuez à créer de la richesse en région. Les producteurs qui vous accompagnent, les commerciaux qui travaillent avec vous, et puis surtout en région, les coopératives que vous essayez d'encadrer, vous redonnez de l'espoir aussi à ces acteurs-là. Et vous êtes, je dirais, engagé dans la construction du pays aussi. Donc, il y a une certaine fierté, et je dirais que vous êtes relativement jeune. Donc je me dis, dans 10 ans, dans 15 ans, vous imaginez le nombre d'emplois que vous aurez contribué à créer dans notre pays. Donc pour moi, c'est très important comme mission. Et nos structures seront toujours à vos côtés pour vous accompagner. Sur Yamoussoukro, Côte d'Ivoire PME a un bureau. On a un bureau de développement économique régional Yamoussoukro. On travaille avec différents projets et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on pourra vous accompagner sur cette mission-là. Aux entrepreneurs qui nous écoutent, à vos amis et autres, est-ce que vous avez un message, un message d'espoir ou en tout cas de mobilisation à le lancer? Oui, bon, d'abord je voulais dire merci. Merci à vous, DG, pour cet échange. Je voulais dire merci à Côte d'Ivoire PME parce que lors de nos opérations, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de formation et d'information. Et on se rend compte que Côte d'Ivoire, il y a du travail qui est fait à Côte d'Ivoire PME pour former sur toute gestion de trésorerie, gestion de réseaux sociaux, le digital. Donc il y a beaucoup de formations, gestion de fonds de roulement, il y a beaucoup de formations qui sont faites à Côte d'Ivoire PME
pour aider, pour outiller les entrepreneurs. C'est quelque chose qui est important. J'ai eu la chance d'avoir le parcours scolaire qui m'a donné beaucoup d'armes, mais il y a beaucoup qui n'ont pas assez de chance là. Donc avec Côte d'Ivoire PME, on apprend, et puis c'est quelque chose qui est vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on apprend qui nous permet de mieux nous outiller, nous donner les réalités du terrain et puis mieux gérer notre entreprise. Donc mon mot de fin à tous les entrepreneurs, c'est vraiment de passer à l'action. On a beaucoup d'idées, mais on dort un peu sur les idées. On est un peu lent. C'est de vraiment passer à l'action, poser les actions qui vont nous permettre de réaliser le projet, avoir les outils, avoir les éléments pour vite avancer, mais surtout être structuré. Nous, on a appris à nos dépens. Au début, on n'était pas structuré. On a perdu pas mal de marché parce qu'on n'avait pas la DFE, par exemple, parce qu'on n'était pas CNPS, parce qu'on n'avait pas d'assurance. Donc, il y a beaucoup de marchés qu'on perd quand on n'est pas structuré. Donc, de passer à l'action. Et puis, mais surtout de structurer son entreprise et puis d'avoir une vraie vision. Donc, il ne faut pas rentrer dans un business juste parce qu'on veut de l'argent. Donc, répondre à un réel besoin, répondre à une réelle opportunité et puis créer des produits qui vont satisfaire une clientèle, donc qui vont répondre à un réel besoin. En tout cas, merci à Alex pour ces mots de clôture. Je pense que je ne pourrais pas en dire mieux. Vous avez fait un très bon résumé de ce qui est attendu l'entrepreneur. Comme vous l'avez dit, passer à l'action. Passer à l'action pour qu'ensemble on puisse construire la Côte d'Ivoire nouvelle, qu'on puisse créer la richesse pour l'ensemble de notre pays et qu'on puisse contribuer à développer les infrastructures et à créer un futur meilleur pour nos enfants. Merci à toi. Merci déjà. Et puis on reste mobilisé pour la suite. Merci beaucoup. Merci Alex. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.